Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse une vidéo sur comment récupérer après un ultra trail. Alors tout d'abord, si vous venez de terminer un ultra trail, félicitations. C'est certainement une épreuve que vous avez préparée pendant de nombreux mois, donc bravo pour cet accomplissement. Mais maintenant, il va falloir passer à la récupération. Alors, vous avez couru 15 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures, peut-être même plus, et tout ça, c'est pas anodin. Votre corps et vos jambes vont vous le faire payer. Toutes les épreuves sportives engendrent des dommages sur le corps, et l'ultra trail étant des épreuves sportives de très longue distance, eh ben, on retrouve des conséquences, des dommages un peu plus importants. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, peut-être que je ferai des vidéos dédiées à cela un peu plus tard, mais si on prend un petit peu en résumé ce que la littérature a montré, on observe plusieurs conséquences à la réalisation d'un ultra trail. Après un ultra, on observe par exemple un état inflammatoire généralisé, c'est-à-dire une augmentation des marqueurs sanguins d'inflammation, un état d'immunodépression, c'est-à-dire que le corps est moins apte à gérer les agressions externes. Dans de rares cas, des études ont également mis en lumière des dysfonctions cardiaques et rénales, mais celles-ci restent quand même très rares. Et sans surprise, on observe des dommages musculaires, donc des courbatures et des douleurs musculaires, des atteintes dermatologiques, comme par exemple des ampoules, ou encore une grande fatigue généralisée, qu'elle soit subjective ou objective. En fatigue subjective, on remarque par exemple une perte de force maximale et également une perte d'endurance musculaire. Et en fatigue subjective, on observe par exemple chez les personnes un rapport d'épuisement perçu. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur toutes les conséquences d'un ultra trail sur notre corps, je vous renvoie à l'excellent livre de Guillaume Millet, Ultra Trail, plaisir, performance et santé, ou encore sur son chapitre numéro 3 en ligne, au bonus du chapitre numéro 3 plus précisément en ligne. Je vous ai mis le lien vers ce chapitre, vers les bonus de ce chapitre dans la description de la vidéo. Le gros avantage de toutes ces conséquences, si je peux dire comme ça, c'est qu'elles sont passagères, elles sont uniquement aiguës, c'est-à-dire que normalement, après quelques jours, voire quelques semaines, vous aurez complètement récupéré et votre niveau de performance sera revenu à un niveau de base. Cependant, la durée qu'il va vous falloir pour récupérer complètement peut dépendre des individus et va également dépendre de stratégies que vous allez mettre en place pour plus ou moins bien récupérer. Le but de cette vidéo, ça va être que je vous fasse un espèce de résumé le plus détaillé possible des stratégies de récupération qui ont été montrées comme optimales pour accélérer, pour améliorer la récupération. Et je passerai également en revue sur des stratégies qui ont montré un manque d'efficacité pour améliorer la récupération. Alors malheureusement, à ce jour, il n'existe pas d'études publiées qui fassent un résumé des meilleures stratégies spécifiques à l'ultra trail pour récupérer. Par contre, ce que moi je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous faire un résumé des études que je connais qui ont montré des améliorations avec certaines techniques de la récupération dans des contextes qui ne sont pas spécifiques à l'ultra trail. Au final, pour réaliser cette vidéo, j'ai passé en revue une trentaine d'articles et ou de méta-analyses et j'en ai extrait les choses qui me paraissaient les plus pertinentes. Comme dans cette vidéo, je vais discuter de beaucoup d'études différentes, je rentrerai en détail dans aucune de ces études. Je vais plutôt faire aujourd'hui un espèce de balayage de ce que la littérature a montré, et dans des vidéos futures, je rentrerai en détail dans certaines de ces études qui me paraissent les plus pertinentes à vous présenter. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des stratégies qui semblent efficaces pour améliorer la récupération, soit pour améliorer la récupération dite objective, par exemple le retour de la force musculaire, soit pour améliorer la récupération dite subjective, c'est-à-dire par exemple diminuer les douleurs ou diminuer la fatigue perçue. Ensuite, je vous parlerai des quelques études que j'ai pu lire sur des stratégies qui semblent inefficaces, c'est-à-dire des stratégies que si vous mettez en place, vous n'observerez probablement aucune amélioration de votre récupération après un ultra trail. Alors, la première étude dont je vais vous parler, c'est une qui s'est intéressée au sommeil des coureurs, des finishers de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. J'imagine que tout le monde connaît. Cette étude, réalisée par Baron et collaborateurs, a recruté plusieurs participants et a cherché à comprendre comment évoluer le sommeil et la récupération après avoir réalisé l'UTMB. Globalement, ce qu'ils ont montré dans leurs résultats, c'est qu'en termes de quantité et de qualité, le sommeil changeait peu après l'UTMB. C'est-à-dire qu'on observait à peu près, par exemple, les mêmes durées de sommeil entre avant et après la course et à peu près la même qualité du sommeil entre avant et après la course. Par contre, ce qu'ils ont montré dans cette étude, c'est que certains paramètres du sommeil étaient corrélés à la récupération. Par exemple, si le nombre de réveils dans la nuit était élevé, les douleurs musculaires étaient plus prononcées et la récupération totale était moins bonne. C'est une corrélation, donc on peut également penser qu'au plus les douleurs musculaires étaient élevées, au plus le nombre de réveils dans le sommeil était élevé lui aussi. Un peu pareil, au plus le stress était élevé, au plus la qualité du sommeil était réduite et inversement. Donc les résultats de cette première étude, moi, me laisse penser qu'une attention particulière doit être portée à la qualité du sommeil et une des choses qui peut réduire celle-ci,
c'est les douleurs musculaires. Ainsi, je vais vous parler de 3 études qui ont montré comment est-ce qu'on peut réduire les douleurs musculaires dans la récupération après un effort physique. Plus précisément, je vais vous parler des bains froids, des massages et des vêtements compressifs. Alors concernant les bains froids, la première chose que la littérature a montré à travers plusieurs études et plusieurs méta-analyses, c'est que les bains froids n'amélioraient pas ou très peu la récupération objective, c'est-à-dire par exemple le retour de la force ou la récupération en endurance musculaire. Par contre, si vous prenez par exemple les méta-analyses de Leader, de Wang ou encore de Xiao qui ont été publiées entre 2011 et 2021, elles ont toutes montré que les bains froids étaient efficaces pour réduire les douleurs musculaires. Donc globalement, s'immerger dans un bain froid va participer à améliorer votre récupération, plutôt la récupération dite subjective parce qu'elle va diminuer les douleurs. En diminuant les douleurs musculaires, en faisant le lien avec la première étude que j'ai citée, vous allez probablement améliorer votre qualité du sommeil et donc mieux récupérer. En termes de protocole, la méta-analyse de Machado et al. De 2016 a montré que s'immerger entre 11 et 15 minutes dans une eau froide entre 11 et 15 degrés produisait les meilleurs bénéfices. Alors j'en avais déjà parlé sur le site, le problème de l'immersion dans un bain froid, c'est que ça va diminuer à quel point est-ce que votre muscle va progresser. Ça limite les adaptations normalement induites par l'entraînement. Mais là, on est dans un cadre spécifique. On ne parle pas de l'entraînement, on parle d'une compétition. Vous avez tout donné, vous êtes allé à fond et vous n'avez pas spécialement d'objectif à très court terme. Vous n'avez pas une attente que vos muscles progressent. Vous cherchez surtout à prendre le moins cher possible. Donc dans ce cadre spécifique, je ne conseille pas les bains froids de manière générale à l'entraînement, mais après une compétition, je pense que s'immerger dans un bain froid peut être bénéfique pour réduire les douleurs et améliorer peut-être la qualité de votre sommeil. Concernant les massages, c'est globalement la même chose. La plupart des études et des méta-analyses conduites sur le sujet ont montré que les massages n'amélioraient pas la récupération objective, ou alors vraiment très peu. Par contre, les études sont unanimes, les massages réduisent les douleurs perçues exactement comme les bains froids. Donc si jamais vous en avez l'occasion, moi ce que je vous recommande, c'est de profiter des massages. Par exemple, les massages d'arrivée qu'on retrouve sur certaines tentes à certaines courses, je pense que ça peut être tout à fait bénéfique et que vous pouvez profiter de ça pour réduire un petit peu vos douleurs musculaires. De même, si vous avez quelqu'un qui peut vous prodiguer un massage plus tard dans la semaine lorsque vous êtes revenu chez vous, par exemple juste avant de vous endormir, ça peut être bénéfique parce qu'ainsi vous allez réduire vos douleurs musculaires et donc probablement passer une meilleure nuit, ce qui améliorera votre récupération. Donc là, par exemple, vous pouvez vous tourner vers la méta-analyse de Davis et collaborateurs en 2020 ou de Dupuis et collaborateurs en 2018. N'attendez pas avec les massages d'amélioration de votre récupération objective, mais uniquement une amélioration de celle subjective. Alors maintenant, concernant les vêtements compressifs, la littérature est assez claire sur le fait que ces vêtements, par exemple les manchons compressifs ou les quads compressifs, n'améliorent pas la performance sportive. Et plusieurs études ont montré ça. Par contre, plusieurs études ont montré que les vêtements compressifs amélioraient la récupération. La petite particularité des vêtements compressifs, c'est que c'est la seule technique de récupération passive qui améliore à la fois la récupération subjective, par exemple qui diminue les douleurs perçues, mais également la récupération objective, par exemple le retour de la force musculaire ou de l'endurance musculaire. Par exemple, la méta-analyse de Marquez Jiménez en 2016 ou encore de Hayes en 2018 montre ce type d'effet. Un avantage que je trouve au port des vêtements compressifs, c'est qu'ils sont très peu contraignants et peu onéreux. Globalement, pour à peu près 80 €, vous pouvez en trouver une paire. Moi, j'utilise les Full Legs de Compressport. C'est pas quelque chose qui coûte très cher à l'achat. C'est très facile à utiliser puisqu'il vous suffit de les mettre et à partir de là, vous allez directement observer des améliorations de la récupération. Donc en termes de rapport coût-bénéfice, je trouve les vêtements compressifs très avantageux. Je vous ai mis en description de cette vidéo le modèle que moi j'utilise. Il est intéressant de noter que les études ont montré que la meilleure efficacité se trouvait après 2 à 8 heures de port. Au-delà, il n'y avait pas d'effet supplémentaire et en dessous, le port était trop court pour engendrer quelques améliorations. Donc moi, généralement, ce que je fais après des gros dommages musculaires, c'est que je les porte à peu près 8 heures, je les enlève, je laisse passer à peu près 24 heures, une autre journée, je les remets si j'ai besoin et ainsi de suite jusqu'à ce que la plupart de mes douleurs musculaires aient disparu. Maintenant, on va parler un petit peu de l'alimentation. Si on prend par exemple la revue de littérature de Tiller et collaborateurs en 2022, ces auteurs soulignent que les 2 macronutriments les plus importants en récupération après un ultra-trail, ce sera les glucides et les protéines. Concernant les glucides, ils sont pas super clairs. Ce qu'ils mettent en avant, c'est que toutes les pertes engendrées doivent être compensées du mieux possible, mais ça ne nous informe pas sur les dosages quotidiens qu'on devrait atteindre. Il y a une autre étude, celle de Costa et collaborateurs en 2013, qui a souligné que une dizaine de grammes par kilo de poids de corps et par jour pourrait favoriser la reconstitution des stocks de glycogène après un effort de trail ou d'ultra-trail. Donc moi je fais 78 kg, donc quand on calcule 10 grammes par kilo de poids de corps et par jour, ça fait 780 grammes de glucides par jour, donc c'est des grosses doses. Le seul problème c'est que les auteurs ne mentionnent pas pendant combien de temps on doit ingérer ces quantités. Aussi, ma stratégie à moi, ce serait de cibler ce dosage-là, et dès que je trouve que j'ai assez mangé, dès que la faim ne se fait plus sentir, après quelques jours, généralement on a moins envie de sucrer, on a les sensations qui changent, et ben à ce moment-là, j'arrête ces fortes doses en glucides.
Les auteurs n'en parlent pas dans l'étude que je vous ai citée, mais moi je sais que typiquement je vais grignoter dès que j'en ai la moindre envie après une course de longue distance. Je me dis que si mon corps m'envoie un signal comme quoi j'ai faim et j'ai envie de grignoter quelque chose de sucré, c'est probablement qu'il en a besoin et donc j'ai une tendance à lui faire confiance et à manger quelque chose. Concernant les protéines, on a un petit peu plus d'informations. La revue de littérature de Tiller et al. En 2022 recommande de manière générale pour un trailer ou une traileuse d'atteindre entre 1,6 g et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Par contre, il recommande que lorsqu'on a un besoin de récupération élevé, comme après un ultra trail, on peut augmenter ce dosage jusqu'à 2,5 g de kilo de poids de corps par jour. Alors dans cette étude non plus, il ne précise pas pendant combien de temps est-ce qu'on peut augmenter ce dosage, mais en tout cas, on a déjà cette cible de 2,5 g par kilo de poids de corps et par jour. Parallèlement, on a l'étude de Xia et collaborateurs en 2018 qui montre qu'une prise chronique de protéines après un effort traumatisant, donc typiquement après du dénivelé négatif dans leur expérience, améliorer la récupération. Et enfin, on a une dernière étude, la méta-analyse de Pearson et collaborateurs de 2022, qui montre, elle, qu'après un effort musculairement traumatisant, qui n'était pas lié au trail, mais qui avait quand même induit des dommages musculaires, une prise de protéines élevée une seule fois n'améliorait pas la récupération. Donc quand on croise ces trois sources d'informations, moi j'ai une tendance à me dire que tant que j'ai des dommages musculaires, tant que je sens que mes jambes sont douloureuses, par exemple tant que j'ai des courbatures, je vais viser les 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Je vais diviser cette prise en plusieurs apports sur la journée, par exemple 4 ou 5, et je ne vais pas me contenter d'une seule prise de protéines aiguë à un moment. Après cette période, une fois que je sens que mes muscles vont mieux, je reviens aux recommandations de Tiller et al. En 2022 de 1,6 à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Donc là, pour la récupération, on a parlé de haute dose de glucides et de haute dose de protéines. À ma connaissance, il n'y a aucune étude qui montre qu'une haute dose d'un autre macronutriment, par exemple les lipides, améliore la récupération. De même, je connais aucune étude qui montre que se supplémenter, par exemple en vitamines, en magnésium ou n'importe quoi, améliore la récupération. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de ces vitamines, de ces micronutriments et de ces macronutriments, mais pour moi, ça veut juste dire qu'après un ultra trail, il faudrait augmenter les apports en glucides, augmenter les apports en protéines et avoir à côté de ça une alimentation variée et diversifiée qui nous permet de couvrir les apports normaux journaliers en vitamines et en lipides par exemple. Moi généralement ce que je fais c'est que je vise ces recommandations pour les glucides et les protéines et ensuite je mange à ma faim et à mon envie. Encore une fois j'essaie de me dire que si mon corps, mon métabolisme me manifeste l'envie pour un aliment particulier, c'est probablement qu'il en a besoin, donc je vais le consommer. Maintenant, je vais parler un petit peu des stratégies de récupération qui ont été présentées souvent, par exemple dans des messages marketing comme améliorant la récupération, mais qui en fait n'ont pas été montrées efficaces dans la littérature scientifique. Tout d'abord, la stimulation électrique, aussi appelée électrostimulation. Il y a au moins 2 études que j'ai en tête qui ont montré que l'électrostimulation était certes un petit peu mieux que la récupération passive, c'est-à-dire absolument ne rien faire, rester allongé dans le canapé, mais qui ont montré qu'une simple marche était plus efficace que l'électrostimulation. Donc moi, j'ai tendance à dire que ces appareils-là ne sont pas efficaces, en plus de ça, ils sont très onéreux, donc j'ai plutôt une tendance à les mettre de côté, à ne pas les utiliser en récupération. Je vous parle de la récupération active dans 2 minutes. La deuxième chose qui semble peu efficace, c'est la cryothérapie. Ça s'est multiplié, on observe même sur certaines courses maintenant des stands de cryothérapie qui vous proposent des séances après votre effort. Par exemple, si on prend l'étude de Hohenauer 2018 ou la méta-analyse de Noguera et collaborateurs en 2020, ils ont montré tous les deux, d'une part, que l'immersion dans un bain froid était plus efficace que la cryothérapie, et d'autre part, que la cryothérapie toute seule n'améliorait pas les marqueurs objectifs de récupération, ni les marqueurs subjectifs de récupération. Donc en gros, avec la cryothérapie, on n'aura pas d'amélioration par exemple du retour de la force ou de l'endurance musculaire, on n'aura pas de diminution des douleurs perçues, et en plus de ça, c'est super onéreux et un bain froid semble plus efficace. Donc moi, clairement, ce que j'aurais tendance à faire, c'est simplement prendre un bain froid. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'oxygénothérapie hyperbare, c'est une technique qui n'est pas hyper connue, mais qui s'est développée dans les années 2005-2010. Elle est très onéreuse, je vais passer très vite dessus, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont testé son efficacité. Il y a une méta-analyse en 2006, puis une revue de littérature qui a voulu faire un point sur ce qui a été publié entre 2006 et elle. Et globalement, les deux, ils mettent en avant que l'oxygénothérapie hyperbare n'améliore pas la récupération objective ou subjective. Donc ça aussi, on met de côté. Maintenant, les bottes de pressothérapie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces bottes, c'est des bottes qui gonflent et donc qui vont appliquer une pression sur les jambes. On a de la chance, Hoffman et collaborateurs en 2016 ont conduit une étude spécifique à l'ultra trail et la récupération avec les bottes de pressothérapie. Plus précisément, ils ont recruté des personnes qui avaient couru la Western States et ils les ont répartis entre 3 groupes, bottes de pressothérapie, massage ou récupération passive. Ce que les résultats ont montré, c'est qu'aucune n'améliorait la récupération. Il y avait les mêmes niveaux de douleur musculaire et de récupération objective, c'était une course sur 400 mètres, entre les 3 groupes.
Ces résultats sont intéressants car ils rejoignent l'étude de O'Donnell et collaborateurs conduite en 2015, non pas sur des trailers mais sur des triathlètes, qui elles aussi montraient une absence d'efficacité des bottes de pressothérapie sur la récupération après un triathlon de très longue distance. Donc au regard du manque d'efficacité souligné dans la littérature, pour moi c'est pareil que ce qu'on a mentionné précédemment, les bottes de pressothérapie, c'est plutôt à mettre de côté. Et dernier point, la récupération dite active. Je pense que vous avez tous entendu parler de ces fameux footings de récupération. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur Instagram qui résumait ma position concernant les footings de récupération. À savoir que moi j'ai plutôt une tendance à penser que ce n'est pas une bonne idée. Je vous explique ici rapidement pourquoi. La plupart des études qui ont montré qu'un effort, qu'une récupération active après un premier effort est efficace sont des études qui ont été menées sur le cyclisme. Or, entre ce qu'on fournit comme effort et comme type de contraction musculaire dans le vélo et à pied, il y a des grosses différences. En course à pied et en trail, on a plutôt des régimes de contraction pliométriques et excentriques, alors qu'en vélo, on est sur du purement concentrique. Le concentrique, c'est le moins traumatisant. Malheureusement, le pliométrique et l'excentrique, c'est le plus traumatisant pour les muscles. Donc si vous allez faire un footing de récupération, vous allez encore engendrer des dommages à cause des contractions pliométriques et excentriques. Et donc pour moi, déjà, ça, c'est pas une bonne chose après un ultra trail. Deuxième chose, c'est concernant la fréquence cardiaque. En vélo, il est facile de réaliser une séance dans les 90-100 BPM. En course à pied, courir aussi bas est très compliqué. Il y a plein de personnes qui n'y arriveront pas. Par exemple, si je fais un footing vraiment bas, je vais probablement moi être dans les 110 BPM. Or, 110 BPM, ça représente déjà 36% de ma fréquence cardiaque de réserve. Il y a des études qui ont montré que la zone 1 aérobie, les zones d'aérobie base, ce qu'on appelle le travail de la base aérobie, commence dès 30% de la fréquence cardiaque de réserve. Donc en fait, si je vais courir même le plus lentement possible, si je fais un footing de récupération même le plus lentement possible, je vais très vite monter dans des zones cardiaques qui sont déjà des débuts de travail de la base aérobie, donc je vais être en train de m'entraîner et pas de récupérer. Et enfin, le dernier point, ça concerne les stocks de glycogène. Quand vous avez fait un ultra trail, vous avez considérablement puisé, pour pas dire épuisé, vos réserves de glycogène hépatique et musculaire. Que vous le vouliez ou non, quand vous allez faire un footing de récupération, vous allez inévitablement puiser dans ces réserves de glycogène, que votre corps est en train d'essayer de reconstituer. Donc faire un footing de récupération après un ultra trail, ça va puiser dans des réserves que notre corps essaye de reconstituer. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Donc pour toutes ces raisons, j'ai une tendance à recommander de mettre de côté les techniques de récupération active. Soit vous êtes en forme et vous pouvez reprendre doucement la pratique sportive, soit il vous faut un peu plus de temps et dans ce cas-là, privilégier la récup passive. Ça ne veut pas dire pour autant être complètement sédentaire et éviter tout mouvement. Vous pouvez tout à fait pour moi aller marcher tous les jours, aller faire des petites balades en vélo, faire du déplacement actif, par exemple aller acheter votre pain au chocolat du matin, vous l'avez bien mérité en vélo. Mais pour moi par exemple, le footing de récupération, c'est pas une bonne idée. Et surtout, écoutez-vous. Quand vous allez être les lendemains et les surlendemains et les jours qui suivent un ultra trail, vous allez sentir de la fatigue, vous allez avoir un manque de motivation, vous allez avoir des douleurs. Tout ça, c'est des signaux que votre corps envoie pour vous dire non, je n'ai pas envie de faire du sport, ce n'est pas une bonne idée, je suis en train de travailler sur la récupération. Donc pour moi, tant que vous sentez ces signaux, ne vous forcez pas à faire un effort physique. Attendez que ces signaux disparaissent et alors reprenez. Je vous fais une vidéo très bientôt sur quand est-ce qu'on peut reprendre pour de vrai après un ultra trail. Donc bref, pour résumer ma position sur la récupération dite active, pour moi les footings de récup, on oublie. Par contre, on peut se déplacer de manière active, par exemple marcher un peu ou se déplacer en vélo. Par contre, je précise qu'à ce jour, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a aucune évidence scientifique qui montre que la récupération active à pied est mieux que la récup passive, ni qui montre l'inverse. Donc mes propos peuvent s'avérer erronés d'ici quelques temps quand une étude sortira et montrera que je me suis trompé. Ou alors que j'avais raison. En conclusion, récupérer après un ultra trail prend du temps et la patience sera votre meilleur allié. Néanmoins, vous pouvez mettre en place certaines stratégies qui vont accélérer et améliorer la qualité de votre récupération. La première chose qui est importante, c'est le sommeil. Il va falloir travailler à améliorer sa qualité. On a vu pour ça que les douleurs musculaires pouvaient la dégrader. Heureusement, les bains froids, les vêtements compressifs et les massages peuvent lutter contre les douleurs musculaires et donc améliorer la qualité de votre sommeil. Donc pour moi, ce sont des techniques de récupération qui sont à privilégier. Elles vont peut-être pas améliorer directement la récupération, par contre elles vont améliorer la qualité du sommeil, donc là, avoir un effet sur la récup. Ce que je viens de dire, c'est juste faux pour les vêtements compressifs qui apparemment, eux, ont un petit effet sur la récupération objective. Pour moi, les bains, les massages et les vêtements compressifs, c'est facile à mettre en place, donc je vois aucune raison de s'en priver. Concernant l'alimentation, la littérature n'est pas encore super claire, il y a quelques études qui soulignent qu'il faudrait augmenter les apports en glucides et augmenter les apports en protéines. On ne connaît pas encore pendant combien de temps il faut augmenter ces apports, donc faites-vous confiance. Et quand vous sentez que vous n'avez plus envie de manger plus ou que vos douleurs musculaires, que vos courbatures musculaires ont disparu, alors revenez à des doses normales. Et apparemment, l'augmentation d'autres apports en macronutriments ou en micronutriments ne semble pas améliorer la récupération. Dernier point, il y a pas mal de techniques de récupération qui semblent inutiles et donc qui pour moi sont plutôt à mettre de côté. Et enfin, il y a quelques techniques qui ont été montrées comme plutôt inefficaces d'après la littérature, comme par exemple l'électrostimulation, la pressothérapie,
l'oxygénothérapie ou encore la cryothérapie. Donc moi j'ai plutôt une tendance à les mettre de côté, exactement comme la récupération dite active, les footings de récup que moi aussi je préfère éviter. Je le dis une dernière fois, faites-vous confiance et faites attention à vos sensations. Toutes les sensations que vous allez ressentir comme la fatigue, le manque de motivation, les douleurs sont des signaux de votre corps qui ont pour but de vous éviter d'en faire trop. Écoutez-les et lorsque ceux-ci disparaissent, reprenez à l'envie un effort physique. Vous retrouvez plus d'informations sur tout ce qu'on vient de discuter dans cette vidéo sur mon site courrezmieux.fr dans l'article dédié. Et dans cet article, vous retrouverez également toutes les études scientifiques auxquelles j'ai fait référence dans cette vidéo. J'ai mis le lien vers l'article sur mon site dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne récupération à tous et à bientôt pour d'autres conseils sur l'entraînement.